On se laisse traditionnellement on va aller jusqu'à 35, où je vais meubler un peu sur du vide. Est-ce qu'on aura le support? Oui, on peut partager le support, il n'y a aucun problème. Pardon, j'ai dit ça sans en avoir discuté avec Charlotte, elle va peut-être me contredire, elle a le droit. Mais je pense que ouais, c'est ce qui me semblait. On partagera le support, on partagera le replay. Ah, ben, je laisse Laurent peut-être, je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais je ne peux pas répondre de nos co-animateurs de Agir pour l'inclusion des talents neuroatypiques. Nous, on partagera tout. Après, peut-être que tout sera centralisé. Pour ce qui est des replays, il faut évidemment un peu de temps, mais ils seront rendus disponibles dans le courant de la semaine prochaine, au maximum dans 15 jours, dans les 15 jours, sur le site de l'AGFIP et de l'URRH. Ou sur la chaîne YouTube de l'AGFIP. Pour les supports, j'ai pas de réponse. Je pense que c'est au cas par cas en fonction des présentateurs d'ateliers. La présentatrice et le présentateur de l'atelier vous confirment qu'on partagera le support, en l'occurrence. Et heureusement qu'il y a 15 jours, jusqu'à 15 jours de délai, c'est sûrement pour couper les mauvaises blagues ou les moments où on hésite. Voilà, ça permet de faire un peu de montage après pour qu'on puisse assumer le résultat. Eh bien, 35. Charlotte, est-ce que j'ai ton accord pour qu'on se lance avec joie? Alors, je le dis encore une fois. Super. Merci, Charlotte. Je le dis encore une fois pour celles et ceux qui nous ont rejoints depuis. La présentation est enregistrée pour que vous puissiez avoir accès au replay. Donc, si vous ne voulez pas que votre visage apparaisse, eh bien, vous pouvez couper votre caméra. Et si ça ne vous dérange pas que votre visage apparaisse, eh bien, n'hésitez pas à laisser votre caméra activée. On sera ravis d'avoir vos réactions en direct, vos réactions non verbales. Voilà, en fait, vous êtes libre, entièrement libre. Et donc aujourd'hui, qui vous parle et de quoi on vous parle? Ah oui, je donne une petite précision aussi supplémentaire. À la fin de chaque temps de présentation, il nous est demandé de partager un questionnaire de satisfaction. Donc, on essaiera avec Charlotte de ne pas oublier de vous remettre le lien de ce questionnaire de satisfaction à la fin. Voilà, en tout cas, on vous le partagera. Si on l'oublie et que vous vous en rendez compte, n'hésitez pas à nous dire, mais voyons, Charlotte, Thomas, vous oubliez tout. Aujourd'hui et pendant l'heure à venir, de quoi on va vous parler? En fait, on va se présenter brièvement, mais Charlotte et moi, on fait partie de deux associations différentes. Charlotte fait partie de la Croix-Rouge française et je fais partie d'Emmaüs Connect. Et on a eu la chance, depuis 1 an et demi, de travailler ensemble sur un projet qui est un projet autour... Voilà, on va vous présenter plus en détail le projet, mais ce projet portait d'abord sur une étude sur l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap et plus spécifiquement des personnes en situation de handicap cognitif ou intellectuel. On vous en dira un peu plus. Ça, c'était la première partie du projet. La deuxième partie du projet nous a amené à concevoir des ressources pédagogiques pour faciliter l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap. Je vais essayer d'articuler un peu mieux pendant l'heure à venir. Et donc là, on va essayer de vous parler de ça. On va essayer de l'adapter aussi au contexte de comment je peux le prendre en compte, les résultats de cette étude et les ressources pédagogiques et les recommandations qui sortent de tout ça dans un contexte d'entreprise ou d'organisation. Pardon, je vais essayer de... Hop. Alors, j'ai une connexion qui est HFVC internationale. Je n'arrive pas à désactiver votre micro en direct. Donc, si vous pouvez le couper, ça nous arrangera beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va vous parler de tout ça. Et on va vous parler, et donc, comment ça va se dérouler. Si j'avance un petit peu, et ben, peut-être, Charlotte, je te laisse tout de suite prendre la main sur l'ordre du jour et comment ça va s'enchaîner. Ouais.
Top. Du coup, on va rapidement introduire pour vous présenter aussi un peu qui on est plus en détail et nos deux organisations. Et puis, on va avoir un premier temps pour se poser la question de qu'est-ce que l'inclusion numérique? Euh, un second temps où on va pouvoir rentrer dans les besoins numériques des personnes en situation de handicap intellectuel et ou cognitif. Et ensuite, évidemment, on essaiera d'explorer des pistes d'action avant un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Merci beaucoup, Charlotte. Et du coup, on continue sur qui nous sommes. Eh bien, je passe cette slide très intéressante et je te relaisse la parole. Et du coup, moi, je suis coordinatrice de projets d'inclusion numérique au sein de la Croix-Rouge française. Donc, je pilote des projets transverses sur les sujets d'inclusion numérique. Et depuis fin 2023, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet. Je suis également sur l'animation de la communauté des aidants numériques, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Et donc, j'expliquerai juste ensuite le lien, justement, comment est-ce que le besoin de clés de lecture et d'outillage sur ce sujet est remonté justement de nos aidants numériques. Et donc, de mon côté, Thomas Mangenot, je suis responsable du pôle formation et conception au sein de l'association qui s'appelle Emmaüs Connect. Je vous en dirai deux mots un peu plus sur qui est Emmaüs Connect, parce que autant la Croix-Rouge a une renommée internationale, autant Emmaüs Connect, eh bien, certains connaissent et certains ne connaissent pas, et c'est très bien comme ça. Et au sein de cette association, mon rôle, c'est de piloter les enjeux, la stratégie pédagogique. Je suis également responsable de l'organisme de formation qui intervient notamment autour des sujets d'accompagnement à l'autonomie numérique. Et je pilote aussi les enjeux d'ingénierie pédagogique, ce qui est un gros mot pour dire toutes les ressources pédagogiques qu'on peut concevoir. Et notamment, dans le contexte d'Emmaüs Connect, on conçoit des ressources pédagogiques pour faciliter l'autonomie numérique des personnes, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles partent. Donc voilà mon rôle au sein de l'association. Et puis on va vous dire deux mots sur nos deux associations et pourquoi elles en sont venues à parler de ce sujet-là aujourd'hui. Donc, en effet, Thomas, tu le disais, la Croix-Rouge, en général, c'est un nom qui parle, mais pourquoi l'inclusion numérique? Pourquoi ce sujet à la Croix-Rouge française? La Croix-Rouge française, c'est à la fois un réseau bénévole avec plus de 1000 implantations bénévoles sur l'ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, et également beaucoup d'établissements, notamment des établissements donc, sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et notamment des établissements dans la filière handicap. La Croix-Rouge, tout ce réseau bénévole et ces établissements sont unis autour d'un projet commun qui est de proposer un parcours d'accompagnement et de relèvement complet. Et on sait qu'aujourd'hui, l'inclusion numérique, c'est une brique de ce parcours de relèvement des publics. Du coup, depuis 2020, on a structuré un programme d'inclusion numérique à la Croix-Rouge, avec en particulier 26 territoires zéro exclusion numérique, donc qui sont mobilisés pour lutter contre l'éloignement numérique. Dans ces 26 territoires, on a des conseillers numériques, dont 4 d'entre eux sont rattachés directement en établissement de la filière personnes en situation de handicap et opèrent quasiment à plein temps dans ces établissements. Et puis, on a également une communauté d'aidants numériques bénévoles qui, eux, accompagnent tout type de public, et que ce soit dans les implantations bénévoles ou dans les établissements, peuvent rencontrer des publics en situation de handicap. Je le disais rapidement, donc on a des établissements, on a 93 agréments pour la filière personnes en situation de handicap, avec des IME, des ESAT, des MAS, des foyers de vie, des services d'accueil de jour, ce qui représente 3600 personnes accompagnées et 3200 salariés. Et donc, depuis 2021, on a des conseillers numériques notamment qui sont rattachés à ces établissements et qui nous ont remonté un besoin d'outillage spécifique sur le sujet, puisqu'ils se sont retrouvés à devoir accompagner des publics en situation de handicap alors qu'ils n'avaient pas forcément de formation pour accompagner ces publics. Et très vite, ils nous ont remonté des difficultés à adapter sa posture, à savoir quelles thématiques aborder, comment les aborder. Et donc, on s'est lancé dans ce projet pour pouvoir leur donner un peu des clés de lecture et des ressources pédagogiques. Et Thomas, je prends la suite, tout à fait, de manière très fluide. Emmaüs Connect, donc on est une association qui s'est créée en 2013. Donc finalement, nous sommes tout jeunes, on a à peine 12 ans, exclusivement sur les sujets d'inclusion numérique.
Emmaüs, c'est un nom qui est connu plus ou moins glorieusement sur l'année passée notamment. Mais quoi qu'il en soit, c'est un réseau de 180 associations qui ont fait de l'inclusion sociale, on va dire, une priorité. Je ne refais pas l'histoire du mouvement Emmaüs ici. Emmaüs Connect, spécifiquement, on s'est créé en 2013 autour des enjeux d'inclusion numérique. En fait, on a fait le constat que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sans accès au numérique, sans compétences pour utiliser le numérique, on se retrouvait sur le côté, on se retrouvait mis sur le côté pour des questions d'accès au droit, bien sûr, mais aussi pour des questions d'accès à la culture, d'accès à la formation, à l'apprentissage, d'accès à l'emploi, d'accès aux loisirs, etc., etc. En fait, ça devient un incontournable, mais un incontournable qui a été forcé. Et donc, partant de ce constat-là, l'association s'est créée pour agir là-dessus. Comment on agit? On agit sur 3 grandes dimensions: équipé, connecté, accompagné. Donc, la base, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est de se dire, est-ce que les personnes à qui on demande d'accéder au numérique, finalement, est-ce qu'elles ont un matériel pour pouvoir y accéder? Est-ce qu'elles ont une connexion pour y accéder? Et est-ce qu'elles ont les compétences et, j'ai envie de dire, la confiance pour aller utiliser le numérique derrière ça? Donc, en fait, on agit sur ces 3 dimensions-là: équipé, connecté, accompagné. Et on agit avant tout en direct, en présentiel, auprès des publics. Donc, on a 18 territoires d'action au sein en France. Donc, vous les retrouvez sur la carte qui vous est partagée là. Et donc, on propose des moyens de connexion, de l'équipement à prix solidaire, de l'accompagnement gratuit sur les compétences essentielles. Je ne vous noie pas avec des chiffres. Pour démultiplier cet impact-là, depuis 2020, on a déployé un réseau de relais numériques qui sont des structures qui ne sont pas elles-mêmes Emmaüs Connect, mais qu'on accompagne et qu'on forme pour qu'elles soient elles-mêmes capables de proposer de l'équipement, de la connexion et de l'accompagnement. En parallèle de ça, on a un organisme de formation dont je suis le responsable, comme je le disais tout à l'heure, qui intervient partout en France pour aller former les aidants, les accompagnants sur qu'est-ce que l'inclusion numérique, comment on accompagne quelqu'un vers l'autonomie numérique, comment on forme collectivement sur les compétences numériques. Dernière dimension d'action d'Emmaüs Connect, on parlait de l'équipement, et en fait, alors peut-être certains d'entre nous ont entendu notre campagne de communication sur les médias de France Télévisions et de Radio France récemment. Mais on a une dimension de réemploi solidaire, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que notamment toutes les structures puissent, quand elles ont du matériel qu'elles n'utilisent plus, du matériel informatique, bien qu'elles puissent le donner pour qu'il puisse être vérifié, réparé si nécessaire, repréparé pour pouvoir être redistribué. Et notre petite spécificité, parce que ce n'est pas nous qui avons inventé le réemploi numérique, notre petite spécificité, c'est que c'est du réemploi solidaire, c'est-à-dire que l'idée est de garantir que ces matériels-là, ils arriveront dans les mains de personnes qui n'ont pas les moyens de s'en équiper par ailleurs. Charlotte, je te rends la parole sur notre projet commun. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, je vous ai un peu parlé justement de l'origine de ce projet et comment est-ce que les besoins nous ont été remontés du terrain. Donc, en 2022-2023, on a structuré une réponse à ces besoins dans un projet coporté par nos 2 associations et soutenu par la NCT et par la GFIP. Un projet donc en 4 phases, puisque d'abord, Thomas l'évoquait, on a rédigé une étude de qualification des besoins qu'on va pouvoir vous présenter les résultats. Puis, la conception de modules pédagogiques à destination des personnes en situation de handicap intellectuel et ou cognitif et de leurs accompagnants. Et puis, on a testé ces modules pédagogiques auprès, notamment auprès d'animateurs numériques et de conseillers numériques. Et on est actuellement dans la phase de diffusion de ces modules et des apprentissages de ce projet. Vous l'avez peut-être vu, du coup, ce projet n'est pas spécifiquement porté sur la question du handicap dans le monde professionnel, mais il nous paraissait intéressant de faire le lien et de partager des constats qui peuvent être communs et qui peuvent s'appliquer à la question de l'entreprise. Je te laisse. Oui, je prends la suite. Du coup,
peut-être qu'on va démarrer par la base, parce que c'est des choses qui... Enfin, la base. En tout cas, des choses qu'on a déjà pris comme un peu comme pour argent comptant depuis le début de cette intervention, c'est l'inclusion numérique, tout le monde sait ce que c'est. Pas forcément. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que c'est. On va entamer par ça, histoire que tout le monde parte des mêmes repères. Pour ça, on vous propose un petit peu d'interactivité, parce qu'on sait que nos voix sont adorables, mais peut-être qu'au bout d'une heure, à juste nous écouter, ça sera un peu long. Donc, on vous propose un WooClap, c'est-à-dire un outil pour aller contribuer par vos réponses. Donc, le lien du WooClap, merci Charlotte, l'a déjà mis. Si vous cliquez sur le lien dans le chat ou si vous scannez le QR code que je projette que je projette actuellement, depuis un smartphone, vous devriez pouvoir accéder à une question que je vais bientôt afficher. Là, pour l'instant, ça doit vous dire il n'y a pas encore de questions disponibles. Voilà. Connectez-vous, on va vous laisser vous connecter tranquillement. Et hop là. Voilà, je vois qu'il y a déjà 36 personnes qui ont réussi à se connecter. Et ça monte à toute vitesse. Alors, on va se laisser un petit peu de temps parce qu'on est 80 sur cette visio. Donc, je pense que, allez, on va se fixer un objectif incroyable de 60. À 60, je pense qu'on sera aux 3/4 déconnectés. Ce sera pas mal. Déjà à 48, alors je ne vais pas commenter chaque personne supplémentaire, je vous rassure. On se donne quelques minutes. Peut-être certains découvrent l'outil, peut-être d'autres disent « Ah, encore un WooClap ». On est désolé pour cela. En tout cas, on va l'utiliser à plusieurs reprises pendant l'heure qui vient, histoire de solliciter vos retours, vos avis, vos expertises, vos expériences. On est à 54. Je ne sais pas si j'ai eu raison de dire qu'on allait attendre les 60, mais nous nous en rapprochons. On est désolé s'il y a des difficultés pour se connecter. Parfois, ça arrive, et c'est souvent des sujets de pare-feu en local et des choses comme ça. Ah, je vois un pouce en l'air qui nous encourage, et ça aide. Charlotte, tu veux, vas-y. Ouais, je crois juste qu'il y a un micro ouvert quelque part. Donc, je vous invite à le couper pour le moment. Promis, on vous laissera la parole tout à l'heure. 57, je pense qu'on peut faire une approximation, arrondir et dire « Ah, on est à presque 60 ». Et donc, je vais vous poser la question que vous avez déjà vue apparaître sur ma slide. Pour vous, quelle image évoque les impacts du numérique sur vos structures? Et donc, on vous invite là, sur WooClap, vous pouvez cliquer sur une des images, puis cliquer sur « Valider ». Et ça va s'afficher au fur et à mesure sur notre image. Et vous pouvez expliciter le choix de votre image dans le chat. Comme ça, ça expliquera pourquoi, pour vous, l'impact du numérique sur votre structure, c'est plutôt les grandes box, ou c'est plutôt la cascade, ou plutôt le papillon. Parce que si vous... Donc là, pour l'instant, on a un pont, on a des grandes box, on a le cosmos. Plein de pièces de puzzle. Donc voilà, n'hésitez pas, une fois que vous avez choisi, à commenter dans le chat, parce que ces images peuvent être parlantes, mais je ne voudrais pas interpréter votre pensée à votre place. Certains diront que les grandes box, c'est positif, d'autres négatif, et donc je ne voudrais pas traduire votre pensée à l'inverse. Voilà, n'hésitez pas à commenter dans le chat. Merci Anne pour ce premier partage. Diane nous parle de « Chacun peut prendre son envol », en tout cas que c'est ça l'objectif. Multiplication des applications, des outils, des demandes de connexion, nous dit Sylvie. Grandbox, car on se rend compte notamment que les outils de production ne sont pas très accessibles. Chaos pour certains, partie de plaisir pour d'autres. Indispensable pour une meilleure communication.
actuellement et donner du lien, le pont au-dessus du vide, car d'un côté plus de liberté et de l'autre plus de complexité. Un puzzle, car ça peut être compliqué quand on ne comprend pas, mais chouette quand on y arrive. Cosmos connecte des univers différents. Puzzle, multitude d'outils. Alors désolé, vous pouvez tous lire ça, mais comme ça permet un peu de se nourrir de tout ça. Le numérique est à la fois une nécessité d'aujourd'hui, mais les contraintes techniques sont parfois limitantes. Un beau soleil qui se lève ou qui se couche. Il y en a pour tous, mais pas toujours très clair. Je nous laisse encore jusqu'à 55 et pour quelques commentaires. Est-ce qu'on pourrait donner le nom de la personne qui a le micro ouvert? C'est assez désagréable, notamment. Pardon. Et donc, je lis ça à haute voix. Pour l'instant, j'ai l'impression que Pascal, c'est votre micro qui est activé. Alors, je ne veux pas trop vous pointer du doigt, mais je vois qu'il est encore activé. Moi, je l'entends plus, ça va, mais peut-être que pour d'autres, ça peut être un peu perturbant. Donc, Pascal, si vous avez le moyen de désactiver votre micro en cliquant sur la petite icône microphone en haut de votre écran, ça sera super. Et on espère que vous le réactiverez plus tard pour poser des questions. Pascal, si vous avez la possibilité de le couper, j'imagine que vous êtes en train de chercher. Ah, j'ai vu que ça s'activait. Si vous y arrivez, c'est tant mieux. Je sais que parfois, Teams a ses raisons que la raison ne connaît pas. Une clé qui ouvre a des avantages comme une clé qui ferme. Bon, il est 55, je vous propose que... merci encore pour tout ce photolangage. Vous êtes exprimé à travers ça. Et ça va faire lien avec ce qu'on va se dire. Alors, qu'est-ce que l'inclusion numérique? J'aurais peut-être pas dû partager tout de suite la slide suivante parce qu'elle fait peur, il y a une définition, etc. Mais en tout cas, le parti pris que nous avons, auquel on est obligé d'arriver quand on s'intéresse aux questions d'inclusion numérique, c'est qu'il y a deux dimensions au numérique. Le numérique, c'est à la fois, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans le discours collectif, une opportunité forte. C'est-à-dire que ça peut faciliter les choses, ça peut simplifier, il y a même des enjeux actuellement de est-ce que ça peut faciliter l'inclusion? Est-ce que ça peut permettre à des gens qui auraient des freins en termes de langage, etc., de s'exprimer plus facilement? Il y a plein d'opportunités très fortes dans le numérique, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et ça va aussi avec... si vous avez un outil qui est incroyable et qui donne des possibilités à plein de gens, mais que certains ne peuvent pas l'utiliser, là, vous créez une inégalité qui est très forte. Et ce qu'on constate, un constat fort, alors quand je dis on, c'est pas Emmaüs Connect et c'est pas la Croix-Rouge française dans leur petit coin qui le disent, mais ce qu'on constate, c'est que la numérisation à marche forcée, par exemple des démarches administratives ou même dans le monde professionnel, eh bien, elle a laissé plein de gens sur le côté parce que pas formés, pas équipés, pas accompagnés, pas rassurés, parce que en fait, ça devrait marcher tout seul, mais en fait, il y a plein de fois où ça marche pas, etc., etc. Et tous ces phénomènes-là, en fait, il ne faut pas les prendre à la légère parce qu'en fait, comme maintenant le numérique est vu comme un indiscutable, on va dire ça comme ça, on se dit, si on le fait en numérique, ce sera plus facile, donc autant le faire en numérique. Dans ce cas-là, on exclut immédiatement et directement plein de gens qui ne peuvent pas l'utiliser pour plein de raisons. Si je vous prends la définition par la Commission européenne, elle souligne effectivement deux enjeux forts sur l'inclusion numérique. Elle a deux enjeux, la participation effective des individus dans toutes les dimensions d'une société de la connaissance. Donc là, on sent bien le côté, ça peut donner beaucoup de perspectives d'accès et positives. Et en même temps, les technologies de l'information, il faut se poser les questions de la manière dont elles vont pouvoir développer la participation de tous à la société. Mais finalement, la question de l'inclusion numérique, ce n'est pas une question numérique. C'est une question d'inclusion sociale. C'est une question d'inclusion économique. Aujourd'hui, si vous n'accédez pas au numérique, vous êtes freiné pour trouver un emploi. Vous êtes freiné pour accéder à vos droits. Vous êtes freiné pour les échanges, etc. D'où cet enjeu de se dire comment on fait en sorte que chacun et chacune, s'il le souhaite et dans la mesure où il le souhaite, puisse accéder au numérique.
De qui on parle quand on parle d'éloignement du numérique? On a un certain nombre d'enquêtes là-dessus, et celle que je vais vous évoquer, c'est le baromètre du numérique. Le baromètre du numérique, c'est une enquête qui est menée tous les ans pour mesurer les usages numériques des Français et Françaises. En 2023, désolé, je ne vous ai pas encore mis les chiffres de 2024 parce que ces questions changent d'une année à l'autre, 45% de la population française éprouve au moins une forme de difficulté qui l'empêche d'utiliser pleinement les outils numériques et Internet. Thomas, 45. Oui, pardon. apparemment, je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, parce que moi, je vois ton support, mais apparemment, certaines personnes n'arrivent pas à avoir ton support. Est-ce que tu peux peut-être repartager? Je vais arrêter mon partage et le relancer. Ah bah non, bah c'est bon. Non, pardon, c'est bon a priori. Ok. Éventuellement, tout à l'heure, moi, il apparaissait en petit et j'ai recliqué sur l'icône et il est réapparu en grand. Ok. Eh ben, merci. Tu me dis, là, je vois moins le chat, donc n'hésite pas à me dire si ça se reconcrétise. Donc 45%, on est presque à une personne sur deux qui rencontre au moins une difficulté. Alors quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, hein, on a dit un grand chiffre, mais en même temps, comment ça se concrétise et qui y a derrière ça? En général, on identifie 3 types de profils derrière ces 45%. Il y a celles et ceux qu'on appelle les exclus du numérique. C'est des personnes qui n'ont pas la capacité de développer leurs compétences sur le numérique, n'ont pas accès. C'est-à-dire c'est les grands exclus, c'est vraiment ceux qui n'utilisent pas du tout le numérique pour des questions d'équipement, de compétences, d'appréhension, de langue, de handicap. Ça peut être tout un tas de facteurs qui fait que aujourd'hui, il n'y a pas d'usage du tout du numérique et il y a un premier frein à lever, soit lié au numérique, soit parfois qui dépasse le numérique. Je donne un exemple très concret. Si je suis en situation d'illettrisme, eh ben, le numérique, il est aujourd'hui principalement écrit. Donc je vais avoir un frein, pas insurmontable, mais long à surmonter pour accéder au numérique. Enfin, ça va m'exclure de fait. Deuxième profil, les éloignés du numérique. Ça, le stéréotype de ça, c'est des personnes qui peuvent accéder au numérique, mais qui, pour des questions de compétences ou d'appréhension, ne vont pas l'utiliser pleinement. Souvent, un usage, ils peuvent ouvrir une tablette, peut-être ils ont les premiers usages sur smartphone de envoyer des messages, etc. Par contre, envoyer un mail, se connecter à Internet, faire une recherche sur Internet, chercher une solution quand finalement le chemin habituel ne se passe pas, ça va être très compliqué pour eux. Ça, c'est ce qui représente au moins la moitié des 45% dont on parlait. Ça représente énormément de personnes. Enfin, troisième catégorie de personnes, et qui passent souvent sous le radar, c'est ceux qu'on appelle les proches de l'autonomie numérique. Si je vous donnais un stéréotype de ça, c'est les 15-25 ans. Alors, pas tous les 15-25 ans, et peut-être que vous serez étonné d'entendre que les 15-25 ans seraient concernés par l'éloignement du numérique. En fait, les proches de l'autonomie numérique, c'est des gens qui souvent ont les compétences numériques de base, comme on les appelle nous, c'est-à-dire envoyer un mail, faire une recherche sur Internet, se connecter, allumer l'ordinateur, etc. Mais auxquels il manque, mais qui ont des usages limités, qui du coup, il manque certaines compétences. Par exemple, faire une démarche en ligne. Là, ça dépasse un niveau de compétence. Par exemple, oui, je sais envoyer un mail, mais je n'ai pas les notions de sécurité qui font que peut-être qu'il ne faut pas que je réponde à tous les mails. Peut-être qu'il ne faut pas que je télécharge toutes les pièces jointes. Je sais très bien aller regarder une vidéo sur telle application. Je ne donne pas de nom ni de marque. Voilà, je sais aller regarder des vidéos, il n'y a pas de problème. Par contre, si je dois créer un CV avec mon ordinateur, donc utiliser peut-être un traitement de texte ou un logiciel pour ça, là, ça devient compliqué. Ça, c'est ce qu'on appelle les proches d'autonomie, à qui il manque une marche, finalement, pour pouvoir pleinement se saisir du numérique. Les personnes en précarité numérique, il y en a dans toutes les catégories de la population, mais notamment, ce qu'on constate, c'est que c'est souvent des personnes qui connaissent au moins une autre forme de précarité. Les jeunes en insertion, les personnes en illettrisme, en analphabétisme, les seniors, les personnes sans domicile, les personnes en situation de handicap, les ménages les plus modestes, etc. Ça ne veut pas dire que ça ne concerne pas les autres. Il y a une étude qui est sortie mardi dernier qui a montré que, par exemple, dans le secteur de l'emploi, il y a plein de cadres socio-professionnels à qui il manque des compétences essentielles en termes de sécurité, etc. Mais globalement,
c'est ces populations-là qui sont les plus représentées parmi les éloignés. Et souvent, ce dont on parle, nous, c'est une double peine, c'est-à-dire que c'est les personnes qui rencontrent déjà d'autres freins et à qui on va mettre cet impératif en plus du numérique. En soi, les freins à l'utilisation du numérique, nous, on les résume en 3. Il y en a d'autres qui sont périphériques, on va dire ça comme ça, mais les 3 raisons qui font que les 3 leviers, 3 marches à lever pour que quelqu'un soit autonome numériquement, il y en a 3. Le premier, c'est l'accès. Est-ce que la personne, elle est équipée? Est-ce qu'elle a une connexion? Est-ce qu'elle peut se permettre d'avoir une connexion, un abonnement, etc. Je donne un exemple tout simple. Pour avoir les abonnements, on a de la chance en France, les abonnements Internet sont moins chers que dans la plupart des autres pays du monde. Pas tous, hein, mais dans la plupart. Par contre, ils nécessitent tous un abonnement, ça implique d'avoir un compte bancaire. Et il y a toute une partie de la population qui n'est pas bancarisée. Donc en fait, ça les exclut de ces prix-là. Et par contre, du coup, ils sont obligés de se rabattre sur des solutions qui, elles, vont être beaucoup plus chères. L'accès, c'est aussi la question de l'équipement. Si je dois remplacer mon smartphone tous les ans, tous les 2 ans pour qu'il corresponde aux critères qu'on va me demander, c'est un coût, puisque c'est plusieurs centaines d'euros. Ça, tout le monde ne peut pas y accéder. Par ailleurs, parfois, je suis équipé dans le cadre professionnel, mais pas à titre personnel, donc je n'ai pas de pratique récurrente. Et à l'inverse, parfois, j'ai un smartphone à titre personnel. Mon employeur va me demander d'utiliser des outils numériques sans lui-même m'équiper de moyens de connexion, etc. En supposant que je vais pouvoir y accéder par ailleurs. Deuxième type de frein, les freins psychologiques. C'est un frein qui est énorme, qui est difficile à mesurer et qui est difficile à combattre, mais qui va être lié à l'autocensure des personnes. Je ne suis pas capable d'apprendre sur le numérique, qui va être lié aux craintes, ça me fait peur d'aller sur le numérique, ou au désintérêt. Le numérique, on me le vend beaucoup, mais en fait, moi, je pense que ce n'est pas intéressant le numérique et je rejette tout le numérique en bloc. Ça, c'est des freins psychologiques. Si on ne les lève pas, la personne n'aura pas d'usage régulier. Et si elle n'a pas d'usage régulier, elle ne pourra pas lever le troisième frein, qui est le frein de compétence. Est-ce que je sais me servir? Donc, je vous ai parlé des compétences numériques de base, le mail, la recherche sur Internet, se repérer sur un bureau, le tri des dossiers. Mais aussi, ça va plus loin sur les bonnes pratiques de sécurité, les bonnes pratiques en termes de e-réputation, etc., etc. Voilà un peu un panorama rapide, on pourrait en parler une demi-journée, sur qu'est-ce que l'inclusion numérique, qu'est-ce qu'on met derrière finalement. Là, c'est très générique et je vais laisser Charlotte prendre la parole sur quand on parle de personnes en situation de handicap, et notamment de personnes en situation de handicap intellectuel ou cognitif, de quoi on parle. Merci. Alors, je pense que tu peux passer encore la slide suivante. En effet, une fois qu'on a dit tout ça et une fois qu'on a cette compréhension de l'exclusion numérique, on s'est posé la question de comment est-ce que ça pouvait se décliner pour les personnes en situation de handicap intellectuel et ou cognitif. Pour pouvoir répondre à cette question, la première étape, ça a été de mener une enquête. Pour ça, on a fait des recherches documentaires, on a lu certains écrits sur le sujet, mais finalement, il n'y avait pas tant de choses que ça qui avaient été théorisées. Et on a complété du coup ces apports théoriques par une enquête Cali. Donc on est allé voir, je ne vois plus ton, ouais. On est allé voir 12 personnes en situation de handicap. On a également parlé aux professionnels qui les entourent, aux conseillers numériques, et puis on est allé parler à des experts de l'inclusion numérique et du handicap pour avoir une vision un peu plus macro également. On a eu, alors cette enquête, elle a essayé de mettre autour de la table pas mal de parties prenantes, peut-être quelques billets toutefois. La première, c'est que c'est nous qui nous sommes déplacés pour aller faire ces entretiens. Et évidemment, parfois, quand on arrive dans les établissements et qu'on est des personnes du siège qui viennent poser des questions, on a essayé de mettre les personnes le plus à l'aise possible, mais on sait que ça a pu parfois nuancer les réponses. Et puis, quant au panel des personnes interrogées, on a principalement interrogé des personnes qui étaient suivies en établissements médico-sociaux, du service d'accueil de jour à l'IME, à l'ESAT. Et on a principalement interrogé des personnes qui présentaient des troubles légers à moyens. On a eu quelques témoignages de conseillers numériques qui eux, accompagnent des personnes avec des troubles plus profonds, qui ont notamment du trouble du spectre autistique, qui ont pu nous donner quelques clés de lecture.
De là, ouais, tu peux passer. Pour vous donner un petit échantillon de qui est-ce qu'on a rencontré, puisque le handicap, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de personnes, c'est des types de handicap, des degrés de handicap très divers. Donc, pour vous donner un peu un panel du type de personnes qu'on a rencontrées et de la grande diversité des personnes qu'on a rencontrées, je vous présente 3 personnages. On a Léo, qui lui, il est accompagné en service d'accueil de jour. Il utilise son ordinateur et son téléphone personnel, donc il est équipé de manière personnelle et il se débrouille de manière plutôt autonome. Il nous raconte comment il va regarder des vidéos en ligne, comment il navigue sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il peut prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. Il est lecteur-scripteur. Et donc, lui, quand il est dans les ateliers numériques qui sont proposés, il va être plutôt dans un rôle de père accompagnement et il va apprendre certaines choses, mais il va surtout pouvoir aller aider les autres participants pour les faire monter en compétences. Et ce qu'il en retire, lui, bah, c'est déjà un atelier sur une thématique qui lui plaît, qui lui parle, et puis aussi une certaine fierté de pouvoir accompagner les autres et de ne pas être seulement en situation de personne accompagnée. On a Basile. Basile, lui, il est travailleur en ESAT. Il utilise aussi son téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, pour aller sur Internet. En revanche, il n'utilise pas du tout l'ordinateur. Et sur son téléphone, il va sur différents réseaux sociaux. Et un jour, il a rencontré quelqu'un avec qui ça a bien matché. Il a commencé à discuter. Et puis, de fil en aiguille, cette personne, elle lui a demandé 2 000 euros. Et Basile, il a donné les 2 000 euros. Il ne s'est pas rendu compte que c'était une arnaque. Ça lui a pris quelques temps, le virement était déjà fait, mais quand il s'en est rendu compte, il s'est tourné vers les professionnels de l'ESAT pour remédier à la situation. Et puis on a Jeanne. Jeanne, elle habite dans un foyer de vie, elle ne sait ni lire ni écrire, elle a des grandes difficultés de concentration, de mémorisation, d'abstraction. Pour vous donner un exemple, Jeanne, quand on lui présente la souris, elle ne fait pas le lien entre le mouvement de la souris et le mouvement du curseur sur l'écran. D'ailleurs, elle a du mal même à fixer son regard sur l'écran. Et donc, elle n'utilise pas du tout le numérique. Elle n'a jamais utilisé le numérique en dehors des ateliers. Donc ça, c'est des types de personnes auxquelles nos conseillers numériques ont pu être confrontés. Donc, comme je vous disais, une grande diversité de profils qui étaient parfois même dans des groupes communs. Donc, je pense que vous pouvez imaginer les enjeux et les défis que présentait l'accompagnement de la diversité de ces publics. Nous, du coup, on a essayé de se dire quand même, le numérique dans tout ça, est-ce qu'on peut en tirer des grandes conclusions? La première conclusion qu'on a tirée, c'est que le numérique, c'est un agent facilitateur du quotidien. Ça l'est pour tous et tout le monde. On parle souvent du gain de temps, du gain d'efficacité du numérique, mais il peut également l'être pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on peut parler d'une accessibilité par le numérique, puisque le numérique, il peut permettre de compenser technologiquement le handicap. Il peut rendre accessibles des fonctions et des activités du quotidien. Par exemple, j'ai des difficultés de lecture et d'écriture. Et le numérique va me proposer une application de lecture audio. Et donc, même sur un texte qui est écrit de manière manuscrite, je vais pouvoir scanner le texte et le faire lire, le transcrire en audio. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir parler de technologie capacitante, puisqu'elle renforce les capacités, les opportunités et les capacités des personnes. Dans ce numérique comme agent facilitateur, on s'est rendu compte que le smartphone était l'équipement privilégié. Parce qu'à chaque fois, on nous disait que c'était facile d'accès, c'était relativement peu coûteux, et puis c'était facile d'usage. On pouvait plus facilement le prendre en main. Et côté usage, justement, on s'est rendu compte que c'était la communication et les loisirs qui prédominaient au départ, et que avec un accompagnement dans la plupart des cas, on avait également les démarches du quotidien qui étaient accomplies. Donc, je disais tout à l'heure, prendre rendez-vous chez le médecin, prendre son ticket de bus ou se repérer dans l'espace avec des fonctions de GPS, etc. Mais le numérique, il peut également être un obstacle possible à l'inclusion. J'ai dit qu'il pouvait avoir une accessibilité par le numérique, mais il peut aussi créer un surhandicap. Notamment parce que l'informatique, il est préalablement validiste, c'est-à-dire qu'il est très peu accessible
Et souvent, les interfaces, notamment, sont peu pensées pour les personnes en situation de handicap. Et puis, le numérique, c'est aussi une culture de l'écrit, beaucoup. Même quand vous allez sur une plateforme pour regarder des vidéos, et ben en fait, il faut pouvoir faire une recherche et pouvoir définir ce qu'on veut regarder comme vidéo, puis lire les titres pour pouvoir sélectionner la vidéo. Et on s'est rendu compte qu'on avait des personnes qui, parce qu'elles avaient des difficultés de lecture, et ben en fait, se contentaient d'aller sur la page d'accueil et de regarder des vidéos au hasard pour s'occuper, mais sans pouvoir en fait faire une véritable sélection dans ce qu'elles regardaient. Le numérique, il est aussi un obstacle parce que des études ont montré que les personnes en situation de handicap euh, ont un plus haut risque de précarité économique et que l'équipement numérique, il est coûteux. Et il est d'autant plus coûteux parfois lorsqu'on est en situation de handicap parce que parfois, il faut pouvoir l'adapter, mais même au-delà de ça, parce qu'on le sait, dans ce qui est remonté, par exemple, en fonction des tablettes que vous achetez, certaines ont plus de paramètres d'accessibilité intégrés. Certaines également sont plus rapides, vont avoir moins de temps de latence, ce qui peut avoir un fort impact pour des personnes, notamment, nous, ce qui nous a été remonté pour des publics qui présentent des troubles du spectre autistique et qui auront tendance à s'énerver si justement il y a ces temps de latence et ces difficultés. Et puis également une solidité, où pareil, avec des publics qui parfois vont s'énerver, vont peut-être lancer la tablette, et ben on va avoir besoin de prendre de l'équipement le plus solide possible. Et spoiler, souvent c'est un équipement qui est plus coûteux. Et puis enfin, la dépendance à l'autre. Et ça, on l'a vu notamment par l'organisation du champ du handicap et puis également par les mesures de protection tutelle, curatelle, puisque parfois, pour pouvoir se procurer un équipement, un ordinateur, eh ben, il fallait pouvoir passer par son tuteur. Et c'était une difficulté qui était pas... Enfin, parfois, ça se passait très bien et parfois, c'était une difficulté qui a été remontée par les personnes interrogées. Et puis, l'autre difficulté du numérique, c'est que ça mobilise une grande multiplicité de compétences. C'est un modèle qui a été créé, qui a été modélisé par Lucier Desrochers. Donc ça, pour le coup, c'est pas nous qui l'avons modélisé. C'est un modèle québécois qui date de 2017 et qui a un peu cartographié les différentes compétences qui sont mobilisées dans l'utilisation du numérique. Au préalable, ces engrenages, ils ont été pensés sous forme de pyramide. Donc en se disant qu'il y avait d'abord un premier niveau qui était présupposé pour pouvoir atteindre le second, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que ces différents paliers, ils s'imbriquent constamment. Et en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc tout d'abord, le premier palier, c'est l'accès aux dispositifs numériques. Donc c'est avoir de l'équipement numérique, mais vraiment y avoir accès. C'est-à-dire que si je ne peux pas prendre en main la souris parce que je n'ai pas la motricité fine, parce que j'ai une paralysie, etc., et ben, en fait, je n'ai pas accès aux dispositifs numériques. Ensuite, le deuxième engrenage, c'est les habiletés sensorimotrices. Si je ne peux pas si je ne peux pas manipuler, taper sur le clavier, mais également si je ne peux pas avoir accès, percevoir l'information qui est sur l'écran pour des difficultés auditives, visuelles, par exemple, et ben, je vais avoir un autre frein. Il va y avoir des habiletés cognitives, puisque souvent, le numérique demande une double tâche, ou en tout cas, demande d'enchaîner plusieurs actions pour arriver à un résultat. Par exemple, si vous souhaitez importer un justificatif signé, ben, ça vous demande de télécharger un formulaire, d'ouvrir notre application, de le réouvrir, de le remplir, de le signer, de le sauvegarder, puis de retourner sur la première application, etc. Et donc, l'ensemble de ce chemin nécessite des capacités de raisonnement, d'abstraction assez techniques. Les habiletés techniques, c'est la capacité à pouvoir régler un souci. C'est-à-dire que parfois, on a des personnes qu'on accompagne qui ont compris à peu près comment on faisait, mais de manière très automatisée, savent que pour se connecter à leur mail, je clique là, je fais ci, je fais ça. Et puis, un jour, l'interface, elle leur demande de changer leur mot de passe, ou l'ordinateur leur demande de faire une mise à jour, ou en fait, il y a un truc qui ne marche pas, il faut redémarrer. Et ben, ça, pareil, c'est des capacités, c'est des compétences techniques, des habiletés techniques qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une
une forme d'agilité qui est extrêmement demandée sur le numérique, puisqu'on est toujours en train de devoir s'adapter, de devoir être agile pour pouvoir utiliser les outils. Et puis enfin, la connaissance des codes et conventions de la société numérique, c'est ce qu'on va appeler plus généralement la culture numérique. C'est comprendre que les gens qu'on rencontre sur Internet, et ben, même s'ils sont très sympathiques, et ben, en vrai, je ne sais pas qui est derrière l'écran et qu'on peut tout à fait se faire passer pour quelqu'un d'autre. C'est avoir des codes sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut partager, ce qu'on peut publier, etc. Voilà, c'est tout un ensemble de codes et de conventions de la société numérique. Ça peut être également comprendre le langage SMS. Plein de choses différentes. Et du coup, si tu passes à la slide suivante, ça engendre des limites parfois à prendre en compte quand on accompagne les publics sur lesquels on a travaillé. La première chose, c'est qu'il y a des besoins spécifiques de ces publics qui impactent l'utilisation du numérique. Déjà, je le disais, le besoin constant de conceptualiser et d'abstraire. Des difficultés d'apprentissage aussi de ces publics qui peuvent être entravantes, puisqu'il faut, dans le numérique, il y a beaucoup de choses à mémoriser, ça demande une grande concentration. Et puis parfois également dans l'accompagnement, la question de la communication pour pouvoir participer à l'atelier numérique. C'était également des difficultés que pouvaient rencontrer les personnes. Et puis, la sollicitation de ressources cognitives, l'abstraction, le raisonnement, je l'ai dit, et puis également l'inhibition, notamment lorsqu'on est sur des réseaux sociaux, des applications de rencontres, etc. Et puis, sur les codes, conventions et postures à maîtriser face au numérique, on a vu, par exemple, notamment dans les personnes qui présentaient qui étaient atteintes de déficience intellectuelle, une tendance à la crédulité, à l'acquiescement et à l'impulsivité. Ce qui faisait que parfois, c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure avec Basile, qui a pu être arnaqué parce qu'il avait aussi une difficulté à projeter le mensonge, à pouvoir comprendre que la personne pouvait lui mentir. Et puis, cette impulsivité où, en fait, une fois qu'il a fait le virement, il s'est rendu compte que, en fait, peut-être il y avait un souci. Et puis aussi l'autodépréciation et le manque de confiance en soi, qui sont vraiment clés. Au-delà de la crédulité, la tendance à l'acquiescement, il y a vraiment cette question de la confiance en soi, et notamment dans le lien social, on l'a beaucoup vu, des personnes qui, en fait, veulent créer du lien, et donc qui vont aussi avoir plus de difficultés à dire non et à potentiellement briser ce lien avec une personne qu'ils ont créée. Et donc ça, c'était quelque chose d'assez clé dans ce qu'on a pu observer. Maintenant que j'ai pas mal parlé, je vais vous laisser réagir un petit peu. Et à partir de ça, alors encore une fois, c'est des besoins que nous, on a identifiés qui ne sont pas forcément liés au monde professionnel uniquement. Mais pour autant, on pense que ces besoins, ils sont aussi liés à des choses qui se rencontrent dans le milieu professionnel. Donc du coup, je vous invite à retourner sur le WooClap pour pouvoir nous dire, vous, quels sont les besoins liés au numérique que vous identifiez pour les personnes en situation de handicap de vos structures. Donc, je vais remettre le lien dans le chat parce que vous avez peut-être fermé l'onglet, etc. Tout va bien, il n'y a pas de point. Hop, je vous le remets. S'il y en a qui ont besoin du QR code, n'hésitez pas, je peux le réafficher. Je vais le réafficher temporairement, comme ça je masque les questions. C'est le QR code. On est désolé parce que cette intervention est en webinaire et via numérique, donc on est tenu d'utiliser des outils numériques qui peuvent créer des freins, comme on vient de le dire. Néanmoins, c'est la contrainte qui nous est donnée, donc on vous souhaite du courage si ces freins devaient être particulièrement présents.
Je pense que celles et ceux qui avaient besoin du QR code ont pu peut-être le prendre. Je vais remettre la page avec les résultats, les réponses, pour que Charlotte puisse un peu les approprier, les commenter. Alors déjà, pas mal de réponses. Donc, en effet, je vois des choses autour de la formation qui revient pas mal. La formation à des applications spécifiques, la formation plus générale sur savoir utiliser l'ordinateur. J'ai vu les mails pour candidater, par exemple. L'aide pour... Alors, attendez, parce que ça bouge beaucoup, donc je commence à lire et ça bouge, mais... également des aides techniques. Je vois de l'aide à la lecture aussi, dactylographie. Alors, je vois un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? De mon côté, oui. Ouais, ok, top. 10 sur 10. Donc, Céline, Ah. peut-être ça vient de votre ordinateur, désolé. Ou alors c'était mon micro qui faisait du parasite. Du coup, il y a la question des outils, de l'utilisation de logiciels pro, la question de l'accessibilité, la question de l'équipement qui est à la fois sur l'achat d'un ordinateur, notamment pour des questions de problèmes financiers. Et puis, j'ai vu également la question donc, des aides techniques, équipements pour les malvoyants. Je vois des applications spécifiques également, comme les environnements numériques, le LMS, l'intranet, la question de l'accessibilité des interfaces. Aide à la dyslexie, aide à la lecture, identifier un ransomware. Ok, donc sur la question plutôt des cybermalveillances et de la cybersécurité, la vie adaptée, le matériel, gaming adapté, tout à fait. Parce que le numérique, c'est pas que pour des utilisations sérieuses. Je crois que le gaming peut être très sérieux. Est-ce que tu peux remonter un tout petit peu, Thomas? Un matériel adapté, des collègues bienveillants, plus de temps, des outils numériques plus simples avec des tutoriels pas à pas, la compréhension de l'écrit, la manipulation de la souris, savoir créer ces outils de recherche d'emploi. Tout à fait. Donc, en effet, vous avez partagé beaucoup de choses. Et du coup, Thomas, peut-être que tu peux revenir. Et en effet, ça fait très bien le lien avec justement nous, les besoins qu'on identifie. Donc ça, c'est pour vous expliquer. Là, on a identifié donc nous on a identifié 4 principaux besoins dans l'enquête. Et ici, on a décidé de les appliquer justement plutôt au monde professionnel de manière plus spécifique. Et en effet, le premier besoin qu'on a identifié, c'est la protection et la sensibilisation aux risques numériques. Donc ça rejoint l'idée du ransomware, par exemple. Et donc, c'est la nécessité d'être sensibilisé à la protection des données, aux risques cyber et aux bonnes pratiques pour s'en prémunir. En parallèle, il y a également l'appui à l'autonomisation. Donc, c'est pouvoir développer les compétences numériques du quotidien, notamment du quotidien professionnel. Vous avez parlé des mails, des suites bureautiques, des applications métiers également. Et puis, c'est pouvoir aussi accéder aux droits et aux informations qui sont liées à l'emploi. Donc, je pense au coffre-fort pour les bulletins de paye dématérialisés, au CSE, par exemple, mais à plein d'autres informations également, et même également aux formations, puisque le LMS a été souligné dans vos propositions. Également, avoir un équipement adapté et configuré. Être équipé de matériel informatique adapté et configuré et utiliser des aides techniques numériques. Et enfin, c'est avoir un écosystème, vous parliez des collègues bienveillants notamment, mais avoir un écosystème sensibilisé et formé. C'est pouvoir prendre en compte des situations spécifiques et des accompagnements adaptés. Donc là, ça va être notamment, ça va être plutôt du côté des collègues, des managers, etc. Pouvoir faire le choix d'équipements adaptés et appliquer les normes d'accessibilité, notamment aux outils internes.
Si je rentre un peu plus dans le détail, des actions qui peuvent être... Alors non, pardon, juste avant. Juste avant. Si vous souhaitez justement aller un peu plus loin et voir un petit peu comment nous, on a travaillé ces différentes thématiques, je vous mets le lien de l'enquête. Vous aurez le QR code et vous avez également le lien dans la présentation qui vous sera partagée. Pour information, cette enquête, elle a été adaptée en 3 formats. Il y a un premier format à gauche qui est la version exhaustive, qui est assez longue, mais qui contient une bibliographie, des exemples très concrets. En bas à droite, vous avez la version synthétique, qui est peut-être plus abordable avec les grands chiffres et les grandes conclusions de l'enquête. Et puis enfin, on a souhaité faire une version en facile à lire et à comprendre en FALC. Donc pour ça, on a travaillé avec un ESAT qui a pu transcrire en FALC. Parce que c'était très important pour nous, notamment que les personnes qu'on a interrogées, et plus généralement les personnes concernées par le projet, puissent avoir accès aux conclusions de l'enquête. Et du coup, maintenant, une fois qu'on a identifié les besoins, ouais. Thomas, est-ce que je peux juste te laisser du coup mettre le lien de l'enquête? Top. Et donc maintenant qu'on a identifié les besoins, on va pouvoir se parler un peu des pistes d'action. Et Thomas, tu peux passer la slide suivante. Et donc, je vous laisse de nouveau retourner rapidement sur le WooClap pour se dire quelles sont les manières d'agir pour l'inclusion, quelles manières d'agir pour l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap vous paraissent mobilisables. C'est-à-dire qu'à partir de tous ces besoins que vous avez pu identifier, quelles solutions vous pourriez y apporter? Et il me semble que vous pouvez répondre avec des catégories de couleurs, justement, un peu sur les 4 besoins qui ont été identifiés pour pouvoir un peu classer vos réponses. Alors, il y a la question de la formation, en effet, qui revient un peu partout d'ailleurs. Donc, la question de la formation, que ce soit sur les risques numériques, sur l'autonomisation, mais également la formation des équipes pour sensibiliser. Hop. On est toujours sur le même lien du WooClap, je vous le remets. Et on va vous envoyer également le lien de l'enquête. Ça va, ici. Ah bah parfait, merci. Sur la protection des risques, beaucoup de choses sur aussi d'autres formats d'ateliers, de sensibilisation. Sur l'appui à l'autonomisation, on a également, donc c'est beaucoup formé, mais c'est aussi de l'accompagnement personnalisé, du tutoriel d'utilisation, en effet, qui peut du coup être utilisé en asynchrone. La création de comptes pro, la question du maintien à jour, en effet, puisque le numérique bouge extrêmement vite, et on l'a vu notamment, je pense, depuis 1 an avec les questions d'IA qui sont montées en force. Atelier de mise en pratique, travail sur la posture, lever les freins psychologiques. Sur l'équipement, vous avez également beaucoup d'idées sur l'étude d'ergonomie du poste, la mobilisation d'aides financières spécifiques, par exemple la GFIP, l'intervention de professionnels, notamment d'ergothérapeutes, familiariser aux outils bureautiques disponibles, d'avoir un catalogue de solutions numériques selon les besoins des apprenants, tout à fait. Une formation à l'utilisation de l'équipement, une bonne compréhension des handicaps et des paramétrages adaptés, oui. Oui, je pense qu'on pourra essayer d'intégrer les réponses du WooClap, Thomas, avant de partager le support. Top. J'ai pensé la même chose. Parfait. Et sur l'écosystème sensibilisé et formé, la formation en interne, être en veille sur les évolutions techniques et s'y former en effet. Les managers qui sont sensibilisés et formés au handicap, comment on communique, comment on partage, comment on sensibilise. Top.
Et dans les autres, je vois également le témoignage de réussite, les retours d'expérience, en effet, très enrichissant. Et puis l'installation de logiciels spécialisés, le tutorat également. On se laisse encore 1 minute et ensuite, je vais pouvoir repasser sur le support. En effet, plein de bonnes pratiques que vous nous partagez. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez déjà pu les mettre en place, mais en tout cas, vous avez plein de bonnes idées. Des outils web développés pour être accessibles, donc en effet de l'accessibilité by design, les paramétrages d'accessibilité. Top. Alors je vois la certification OPQAST que je ne connais pas, mais si vous voulez mentionner dans le chat de quoi il s'agit. Et en effet, est essentiel aussi créer du lien pour se faire accepter par la personne en situation de handicap. Hop. Parfait. On vous remettra du coup toutes ces bonnes idées dans le support. Et du coup, Thomas, je te propose de repasser au support. Du coup, nous, les besoins qui ont été identifiés, vas-y, je te laisse. Et alors, du coup, ça, c'est la slide. Ouais, je pense que tu peux passer à la slide suivante. Ah oui, ouais. Donc, si on va plus précisément sur les leviers d'action pour chaque thématique, sur la protection et la sensibilisation, c'est des choses que vous avez déjà dites. Mais nous, ce qui nous paraît important, c'est de se dire d'organiser des temps en présentiel d'échange sur ces risques dans des formats qui sont accessibles et adaptés. Donc, à la fois accessibles dans le contenu de l'atelier ou du temps d'échange. Ça peut être un stand, par exemple. Et puis également accessible en termes de lieu et de format que vous proposez. S'assurer de l'accessibilité des campagnes s'assurer de l'accessibilité des campagnes et des ressources de sensibilisation. Donc ici, on parle de langage clair. On parle pas ici, on a fait le choix de ne pas parler de FALC, puisque on sait que le facile à lire et à comprendre est parfois plus difficile à mettre en place, puisqu'il s'agit d'une certification qui doit être relue et approuvée par des personnes concernées, mais appliquer les principes du FALC pour pouvoir en tout cas faire du langage clair dans un premier temps. S'assurer de l'accessibilité des procédures sécurisées, notamment des gestionnaires de mots de passe, de la double authentification, qui sont déjà un premier frein quand on essaye d'utiliser l'environnement notamment professionnel et de protection des risques numériques. Et puis, éventuellement, on avait aussi pensé à identifier des référents de proximité en cybersécurité, donc d'avoir un référent dans une équipe, une direction, pour pouvoir aller voir, pour pouvoir avoir ce lien. On parlait tout à l'heure de créer du lien, d'un lien de confiance. Et bien, on peut le retrouver ici avec des référents de proximité. Sur le volet d'appui à l'autonomisation, c'est déjà intégrer des compétences numériques du quotidien professionnel, donc les mails, la sécurité, le SIRH, au plan de développement des compétences. Mettre en place du coup des formations thématiques en petits groupes et sur le temps long pour privilégier à la fois donc du coup un accompagnement personnalisé, adapté, et puis sur le temps long pour pouvoir favoriser la répétition et l'ancrage mémoriel. L'adaptation des supports de formation, donc d'avoir des vidéos sous-titrées, une transcription écrite, des supports en facile à lire et à comprendre. Et puis, on peut aussi imaginer des modalités individualisées d'accompagnement, des sessions de coaching ou des binômes numériques. J'ai vu mentionner tout à l'heure le tutorat. Donc, en effet, c'est une possibilité. Sur la partie de l'équipement adapté et configuré, la première étape, c'est de fournir des équipements spécifiques. Alors déjà, de pouvoir fournir des équipements qui sont adaptés et ensuite des équipements spécifiques avec des claviers adaptés, des souris ergonomiques, des logiciels de lecture d'écran, des amplificateurs sonores, en sachant que ça, c'est des compétences qui sont plutôt aux mains des ergothérapeutes notamment et d'autres professionnels du médico-social, et donc essayer de travailler avec ces professionnels pour trouver des solutions adaptées.
configurer l'accessibilité des matériels et des applications à partir des besoins de chaque salarié. Donc, on le disait tout à l'heure, vous aviez marqué justement d'avoir un catalogue des options d'accessibilité en fonction des besoins de chacun. Alors, à prendre en main soit par les services techniques, soit disponible en libre accès pour des personnes qui pourraient adapter en autonomie leur matériel. Et puis, donner accès à des solutions de reconnaissance vocale ou de navigation simplifiée, puisqu'on l'a vu, nous, c'était auprès des publics avec lesquels on a travaillé, c'était la question de la lecture, de l'écriture et de la complexité des interfaces était centrale. Et enfin, sur l'écosystème sensibilisé et formé, c'est d'abord former l'ensemble des collaborateurs à ce que c'est l'exclusion numérique et puis l'inclusion numérique. Et puis également sensibiliser à la question de l'accessibilité numérique. Mettre en place un support technique qui soit formé aux outils d'accessibilité pour assurer le dépannage, l'ajustement des configurations. Et puis, intégrer des critères d'accessibilité dans le choix des équipements de l'entreprise, que ce soit individuel ou collectif. Donc, que ce soit l'ordinateur qui est donné aux collaborateurs ou les systèmes de visio dans les salles, par exemple. Et puis également que ce soit de la conception ou du choix d'interface et d'outils de l'entreprise. Donc, que ce soit le site Internet créé en propre ou l'application métier qui est choisie en externe, de pouvoir intégrer les critères d'accessibilité. Voilà. Et du coup, je vais repasser la parole à Thomas. Oui, pardon, le temps de retrouver le clic du microphone. Pour conclure, et après on entrera dans nos questions-réponses, on voulait simplement vous montrer les ressources pédagogiques qu'on a pu concevoir dans le cadre du projet dont on vous parlait à la base. Comme l'a dit Charlotte, ce projet-là, il n'a pas été dédié aux questions d'environnement professionnel, etc. Donc en fait, c'est des ressources qui sont pensées pour des contextes plus génériques, mais on s'est dit que par rapport à vous, l'usage que vous pouviez en avoir, etc., ça pouvait être des sources d'inspiration, puisque les ressources pédagogiques dont je vais vous parler, c'est des ressources qui vont être en ligne en accès libre sur un site qui s'appelle Les bases du numérique d'intérêt général. C'est un long nom, mais qui est un site créé par l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et donc, toutes ces ressources-là seront disponibles et la GFIP, de son côté, renverra également sur son site à ces ressources-là, qui seront accessibles librement, donc vous pourrez y accéder, etc. Voilà. J'ai un peu précédé un message qu'on dira à la fin, mais sachez que ces ressources-là, vous pourrez y accéder. C'est des ressources très applicatives, directement pensées pour un contexte de je suis accompagnant numérique, je veux faciliter l'inclusion numérique des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que je peux utiliser? Donc, pas forcément adapté à vos contextes d'intervention, mais comme ça, vous saurez qu'elles existent et peut-être que ça pourrait être source d'inspiration. Donc, dans les ressources pédagogiques, pour préciser, à l'issue du projet qu'on a mené entre la Croix-Rouge française et Emmaüs Connect, au-delà de l'étude, on a produit une quarantaine de ressources numériques, enfin de ressources pédagogiques, pardon, qui sont accessibles, comme je l'ai dit. Donc ces ressources, on y trouve des ateliers pour rendre accessible le numérique. Donc ça va être des ateliers de comment je peux installer et utiliser un assistant vocal, comment je peux utiliser un outil du type Claro Scan Pen qui va faciliter des usages numériques pour certaines personnes, comment je peux utiliser un lecteur d'écran, développer certaines compétences, et on a développé des ateliers pour dire comment je peux, avec une personne en situation de handicap intellectuel ou cognitif, penser un temps de formation autour de l'installation d'une application, autour de prendre une photo, et puis des ateliers autour de comment gagner en autonomie. Donc en gros, ça va être des mémos en langage clair, donc si je veux moi pouvoir refaire tout seul, et puis des pas à pas, c'est-à-dire des documents qu'on va pouvoir prendre avec la personne concernée pour faire une démarche ensemble ou faire utiliser un outil X ou Y.
Deuxième type de ressources qu'on a développé, des ateliers pour appréhender les codes du numérique dont parlait Charlotte tout à l'heure. On a vu que c'était un enjeu fort. Donc comment on peut aborder des thématiques complexes comme l'identité numérique, le cyberharcèlement, la cybermalveillance, etc. Pour ça, on va utiliser des approches ludiques et concrètes, des jeux, des discussions, des vidéos. Et ça va être aussi des ateliers pour aller développer des compétences concrètes sur comment, si je me retrouve dans une situation comme ça, je peux signaler un contenu, comment je peux, pour prévenir ce genre de situation, passer un compte en privé, comment je peux faire une capture d'écran qui va me permettre de prouver que je suis dans une situation de cybermalveillance, etc., etc. Troisième et dernier type de ressources qu'on a développé, des outils pour les accompagnants, c'est comme ça qu'on les appelle, les personnes qui vont être amenées à accompagner des personnes autour des enjeux du numérique. Et bien donc un guide pédagogique sur des enjeux de posture, de comment je peux penser un atelier adapté à mes publics, aux personnes en fonction de leur situation. Des fiches notions, donc moi-même, j'ai peut-être besoin de comprendre ce que c'est une donnée personnelle pour pouvoir aller en parler. Et voilà, on a créé des fiches pour aller présenter ces notions-là. Et enfin, comment on peut assembler les ressources pédagogiques qu'on a conçues pour faire des parcours d'ateliers ou des choses comme ça. Là, pareil, pas forcément à voir comment ça peut être on peut s'en saisir dans vos contextes. Voilà, comme ça, vous avez la vision complète de ce qui va être disponible. On aurait voulu que ce soit déjà disponible à cette date, mais on a des petits enjeux de mise en ligne. Mais donc, ça devrait être disponible dans les semaines à venir sur les bases du numérique d'intérêt général. On vous remet ça. Voilà, ce sera sur cette base-là. On pourra... Espérons que ça sortira dès la semaine prochaine et qu'on pourra intégrer le lien directement dans ce qu'on vous enverra. Comme ça, vous n'aurez pas trop à vous poser de questions. Charles, je te rends la parole sur les perspectives où on s'était dit que c'était moi. J'ai un petit doute de répartition de parole. Vas-y. Très bien. Bon. Aujourd'hui, on en est à un moment de clôture de notre projet actuel. Ça ne veut pas dire que le sujet disparaît chez nous, au contraire. Mais en fait, pour nous, s'ouvre le moment de mettre toutes les ressources et les convictions qu'on a forgées au travers de ce projet, d'autant plus à l'épreuve du réel. On les a déjà expérimentées, mais on veut continuer à le faire sur le temps long. Par ailleurs, en termes de perspective, comme je disais, au-delà de l'expérimentation de ces ressources, nous, on a envie de continuer à faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire pouvoir sensibiliser des équipes à de quoi on parle quand on parle d'inclusion numérique, quand ça concerne qui, quels sont les leviers pour favoriser l'autonomie numérique des personnes. Et puis, sur la base des ressources qu'on a créées, pouvoir mettre en place, on est en lien par exemple avec certaines structures, avec certains ESAT ou entreprises adaptées pour mettre en place des parcours numériques adaptés pour développer l'autonomie des personnes, notamment des personnes en situation de handicap. Je n'en dis pas plus et je laisse un peu de place à la parole. Nous avons jusqu'à au plus 16 heures. Je devrais peut-être partir avec quelques minutes d'avance, mais au pire, je vous laisse dans les mains expertes et pertinentes, c'est le moins qu'on puisse dire, de Charlotte. Alors, n'hésitez pas à poser soit vos questions dans le chat, soit vous pouvez également prendre la parole. Je vous conseille de lever la main parce que, pour être sûr que plusieurs micros ne s'ouvrent pas en même temps. Ou alors, on a été parfaitement clair. Et en Stéphanie, on n'oublie pas du tout le questionnaire de satisfaction, voyons. Merci Stéphanie. Je vais chercher le lien, comme ça je me tiens prêt en parallèle. Je pense qu'on peut d'ores et déjà le partager. Vous cherchez des bénévoles. Alors, je pense qu'on va pouvoir répondre à deux voix, mais je pense que ça va être une réponse plutôt oui. Oui, en effet. Alors moi, déjà, je peux vous répondre sur la partie Croix-Rouge. On cherche toujours des bénévoles pour de l'inclusion numérique en particulier, mais pour plein d'autres activités également.
Et on a même testé déjà on a testé aussi d'autres formats. Par exemple, on a testé du mécénat de compétences dans les Hauts-de-France avec des collaborateurs d'entreprises qui viennent une demi-journée, qui se relaient une demi-journée par semaine ou par mois pour venir appuyer les activités d'inclusion numérique. Donc toujours, on est toujours partant pour plus d'engagement et pour ça, je vous invite à vous rapprocher peut-être de vos structures locales. Côté Croix-Rouge, on a des unités locales dans beaucoup d'endroits et beaucoup de villes notamment. Voilà. Et Thomas, du coup, je te laisse compléter sur Emmaüs Connect. Oui, dans le même sens. Alors, les activités, nous, on est toujours, c'est un levier très important de notre action, puisque chez Emmaüs Connect, on est entre 100 et 150 permanents et on a 1500 bénévoles. Donc, en fait, sans eux, on ne peut rien faire, ou beaucoup moins en tout cas. Donc, c'est hyper important pour nous. On est moins, comme je disais, on n'a pas l'historique et la taille de la Croix-Rouge française, mais on est présent dans un certain nombre de territoires. Je vais mettre la slide où il y avait un peu notre cartographie. Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver sur le site Emmaüs Connect, il y a ces pensées pour que des gens puissent dire « j'ai envie de m'engager ». Donc, je vous remets notre implantation, mais par ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site directement d'Emmaüs Connect, vous trouverez toutes les réponses là-dessus. Merci beaucoup, ça fait très plaisir de lire de « Est-ce qu'on peut devenir bénévole ?» C'est des choses qu'on adore lire. Alors, pour répondre à la question de la formation dans les ESAT, côté Croix-Rouge, on a un fonctionnement où beaucoup de choses, et notamment l'activité d'inclusion numérique, se déploie au niveau local. Donc, dans ces cas-là, je vous invite à vous rapprocher de votre structure locale ou à nous écrire. Après, je pourrais vous remettre éventuellement en lien avec les structures locales. Et en effet, peut-être, Thomas, si tu veux remettre la slide avec nos deux profils, puisqu'il y a nos adresses mail, si jamais vous avez des questions complémentaires. Et si jamais vous êtes intéressé par les outils, je pense que dès qu'ils seront, très prochainement, quand ils seront disponibles, on communiquera également sur le sujet, notamment via LinkedIn. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir l'information. Et merci à vous pour votre présence et puis pour vos réponses au CLAP. Et puisqu'il n'y a pas plus de questions pour le moment, je propose qu'on clôture là. Merci à vous. Et du coup, n'hésitez pas, vous avez nos contacts s'il y a des choses qui n'ont pas pu être abordées. On vous enverra les slides, on vous enverra ce qui a été dit dans le WooClap. Merci à vous aussi de votre attention, parce qu'on sait que ce n'est pas facile, un vendredi à 14h30 d'avoir un webinaire comme ça. Et puis, avec plaisir, si on peut répondre à vos questions ou vous partager des éléments. Merci à vous et très bonne fin d'après-midi et très bon week-end. Et n'oubliez pas, il faut que je le dise, le questionnaire de satisfaction que j'ai partagé un peu plus haut, je vais remettre le lien, comme ça on pourra dire, grâce à Stéphanie